Alors, le planning, c'est dans 45 minutes, on aura l'apéro. Donc, en attendant, on va voir qu'est-ce que Ruby on Rails et on va faire une démo. Donc, qu'est-ce que Ruby on Rails? Donc, c'est un framework de développement d'applications web de type MVC, donc modèle vue contrôleur. Est-ce que tout le monde connaît ce type de framework? Est-ce que certains ont déjà joué avec Ruby on Rails? Quelques-uns. C'est basé sur le langage qui s'appelle Ruby, d'où le nom. Ça a été développé la première version en 2005 par David Ennemeyer Hanson et ça a été extrait d'une vraie application. Donc, ce qui change par rapport à d'autres frameworks, il n'a pas été créé simplement pour être un framework et développer des applications web, il a été vraiment extrait d'une application. Donc c'est pour ça qu'il est très pratique à utiliser. On va voir rapidement qu'est-ce que Ruby. Donc Ruby a été créé en 1995, en même temps que Java, pour sa première version. C'est inspiré de différents langages. Et c'est un langage interprété, donc on peut très bien faire des scripts avec. C'est un langage orienté objet. Et en Ruby, il y a une particularité, c'est que tout est un objet. Ruby se veut être très concis. Donc en haut, on a une version Java d'un print de Hello World, 3 fois, et en bas, on a la version en Ruby. Donc on peut faire des choses très rapidement. Et c'était le principal objectif du créateur de Ruby, qui s'appelle Mats, qui est japonais, d'où une grosse communauté de développeurs japonais, Ruby on Rails. Et je vais expliquer quelques petites bases en Ruby. Donc, on peut, comme il n'est pas typé, on peut affecter n'importe quoi dans une variable, sans définir le type. On a une spécificité qui s'appelle les symboles. Donc, ici, on peut définir des symboles, et en fait, un symbole, ça va être un statut. C'est pas une chaîne de caractères, c'est quelque chose qui va être en interne de l'application et qui va représenter un état, quelque chose de plus significatif qu'une chaîne de caractères qui peut être modifiée et qui peut être affichée à un utilisateur. Donc, ça représente, on s'en sert souvent pour des états. Les tableaux en Ruby, comme ils sont non typés, ils peuvent contenir des différents objets à l'intérieur. Il y a un type qui s'appelle les hashes, donc les dictionnaires en Python. Et donc à l'intérieur d'un dictionnaire, comme dans un tableau, on peut avoir différents objets, différents types. Et un dictionnaire, en fait, c'est une clé et une valeur. Donc c'est souvent construit de cette façon-là, avec 2 points pour signifier la clé du dictionnaire et la valeur ensuite. Et on a le nil, que j'ai mentionné rapidement, puisque c'est nul dans d'autres langages, en Java ou en SQL. Et en Ruby, ça s'appelle nil. En Ruby, comme j'avais dit, tout est objet. Donc on peut demander la classe à un entier. On peut demander sa classe à une chaîne de caractères. Et on peut demander, par exemple, si l'objet nil est vraiment nil, avec nil point d'interrogation. Il va nous répondre si oui ou non on a nil. Et en fait, on va se rendre compte en fait, que c'est très pratique parce qu'on n'est pas obligé de vérifier à chaque fois si l'objet retourné est nul. On peut faire un traitement spécial. Comme nil est un objet lui-même, on pourra directement appliquer un traitement comme sur un autre objet. Maintenant, on va passer à Rails. Donc, qui est-ce qui utilise Rails? Donc, on a GitHub, GitLab, peut-être que vous connaissez, qui est open source aussi. Airbnb, Shopify, Twitch, Zendesk. Donc, ce sont des applications web, mais avec des utilisations assez différentes les unes des autres. Et ce sont de très grosses applications qui ont d'énormes moyens pour le développement et qui arrivent à gérer d'énormes équipes de développement. Et on va voir comment en fait Rails facilite toute cette gestion des équipes et améliore en fait la contribution à une application. Souvent vous entendrez que Rails doesn't scale, que Rails a des petits problèmes de performance quand on commence à atteindre des gros nombres d'utilisateurs. C'est par exemple Twitter qui a commencé avec Ruby on Rails et qui a abandonné à un moment donné et qui est passé à du Scala.
Ça n'a pas marché pour eux, mais pour d'autres, par exemple GitHub qui a un trafic énorme, ça fonctionne très bien pour eux. Donc il faut aussi passer un peu de temps à optimiser. Et Rails est très très efficace pour démarrer un nouveau projet et vérifier si notre idée a un intérêt pour quelqu'un, est-ce qu'on trouve un business à développer. Et en fait avec Rails on va pouvoir le développer très très rapidement. Un exemple aussi, Shopify qui a à peu près 600 000 sites marchands, donc ça permet à n'importe qui de faire son site marchand sur internet. Ils arrivent à gérer en pic 80 000 requêtes par seconde. Tout ça, ça demande une architecture assez spécifique, c'est pas vraiment le déploiement classique, mais c'est faisable avec une application Ruby on Rails. En open source, j'ai voulu mentionner en fait des projets open source de façon à ce que vous puissiez regarder le code source d'une vraie application Rails en production. Donc par exemple, dev.to, c'est un concurrent de Medium pour écrire des blogs. Discourse, qui est un énorme moteur de forum, de discussion. ePetition, vous en avez peut-être entendu parler avec les pétitions contre le Brexit en Angleterre. C'est développé par le gouvernement anglais. GitLab, qui est une énorme startup qui concurrence GitHub et qui est totalement open source jusqu'à sa façon de fonctionner en interne. Tout est mis en vidéo et open sourcé. Mastodon, un concurrent de Twitter. Et RubyGems, le site web qui va vous permettre de chercher les librairies à utiliser dans vos applications Ruby. Donc, en Ruby, les librairies s'appellent des gems. Puisqu'on est avec des Ruby, donc on a des gems. Donc Rails, qu'est-ce que c'est? C'est une sélection d'outils qui est très bien intégrée ensemble. Donc en fait, le menu a déjà été choisi, c'est comme ça qu'ils disent. Vous avez un ORM qui va vous permettre d'aller faire des requêtes en base de données. Vous avez un routeur pour gérer les requêtes qui arrivent depuis un navigateur. Et vous avez ce qu'on appelle Convention Over Configuration, et c'est quelque chose qui est très très utile. En fait, ça va vous permettre de automatiquement ranger les fichiers aux bons endroits, de ne pas écrire trop de configuration via XML si vous avez fait des applications en Java par exemple. Si tout est placé au bon endroit, vous n'avez rien à configurer en fait. Il va trouver vos fichiers tout seul. Il suit le principe dry, donc don't repeat yourself. Donc le but c'est vraiment, comme c'est du Ruby, ça se veut être très concis et ça fait tout en sorte pour nous permettre de l'être au sein d'une application Rails. Il est CRUD, donc c'est Create, Read, Update, Delete. Donc par défaut, si vous générez automatiquement en fait, certains modèles, certaines vues, il va respecter cette convention. Donc si vous lui demandez de générer, on va le voir dans la démo, mais un modèle, et que vous lui donnez les champs, il va automatiquement vous créer toutes ces méthodes pour mettre à jour, éditer, supprimer, créer un nouvel objet. Et derrière, il suit le principe REST, donc c'est tout ce qui est URL lorsqu'on développe des API. Et même pour une interface web, en fait, il va suivre ce principe-là. Donc en fait, on n'est pas perdu, c'est pas une nouvelle méthodologie, ce ne sont que des standards du web. Et il est basé sur RAC, donc Ruby Web Server Interface, et en fait c'est simplement une petite librairie en Ruby qui permet en fait de déployer, de standardiser le retour d'une application web. Donc lorsque on va simplement, toutes les applications web en Ruby vont avoir ce même standard. On retourne le statut, les headers et le contenu. Et ensuite, ça va permettre de rapidement et très facilement démarrer une application Rails et aussi, au sein d'une application Rails, faire démarrer d'autres services. Par exemple, si on veut faire démarrer une API qui n'est pas en Rails, mais en un autre framework beaucoup plus léger, on va pouvoir la démarrer au sein de l'application Rails. Pour lui, ça va être du standard. Le format des réponses seront les mêmes. Donc ça va permettre de faire des choses très intéressantes si on veut optimiser certaines routes. Rails est à la version 6 actuellement, donc c'est vraiment une version à peu près tous les 2-3 ans.
Là, c'est une version pour la maturité, on va dire, puisqu'il rajoute des fonctionnalités qu'on n'a pas forcément besoin quand on est une petite entreprise, telles que tout ce qui est exécution des tests en parallèle. Donc là, ça devient utile quand on a vraiment des tests qui prennent long à s'exécuter. Donc quand on a une suite de tests de plusieurs milliers de tests et que ça prend plus de 10-20 minutes, on aimerait bien que ce soit plus rapide. Donc là, ça permet nativement de les exécuter en parallèle. Ils intègrent aussi Webpacker en natif, donc là ça permet de faire du développement avec tous les derniers frameworks JavaScript très facilement. C'est natif maintenant dans Ruby on Rails. Multiples bases de données, donc là c'est vraiment quand on a des grosses infrastructures, qu'on a besoin de séparer nos modèles dans différentes bases. Rails maintenant le gère en natif. Avant c'était possible mais il fallait passer par des librairies externes. Et par exemple, là, sur cette fonctionnalité-là, c'est GitHub qui a proposé sa contribution et qui a pris ce qu'eux, ils avaient en interne et ils l'ont mis dans le framework en natif. Action Mailbox qui permet de récupérer, en fait, de servir de notre application Rails comme pour recevoir des emails et les traiter et les router vers différents services. Et le dernier, c'est Action Text, qui est en fait un éditeur, un rich editor, qui est automatiquement intégré dans le framework, si on l'active. Donc on voit bien que ce n'est pas des fonctionnalités de base, ce sont des fonctionnalités beaucoup plus haut niveau, qui permettent d'apporter d'un seul coup une énorme brique logicielle, par exemple réceptionner les emails et pouvoir les traiter. Les avantages en fait de Rails, vous allez souvent entendre développement très rapide d'applications. Je vais essayer de vous le montrer dans la démo. Le gros avantage, c'est qu'il y a énormément de librairies. Si vous faites un tour sur RubyGems ou Ruby Toolbox, qui vous permet de voir la liste de toutes les librairies Ruby catégorisées. Donc si vous cherchez quelque chose pour faire l'administration de votre site, vous allez pouvoir la trouver facilement. D'authentification d'utilisateurs, ce sera tout regroupé, vous pourrez trouver celle qui vous correspond le mieux. Bonjour. Un des gros avantages aussi, c'est la maintenabilité, vu qu'on écrit moins de code, donc forcément c'est plus facile à maintenir. Les intégrations, donc c'est très facile de faire du front avec du Vue.js par exemple, ou du React si on veut. On va pouvoir très facilement proposer aussi des API en plus de nos vues web. Donc si on veut renvoyer du JSON, du XML, ou faire des API pour le mobile, des applications mobiles, c'est très très facile à implémenter. Et l'autre intégration qui est facile à faire, c'est tout ce qui est service externe. Donc si on a besoin d'aller requêter sur Stripe, sur Twitter pour récupérer des informations et les afficher, c'est très très simple à effectuer. Et l'autre grosse partie, en fait, ce sont les tests, puisque c'est un langage non typé. Pour s'assurer que tout fonctionne correctement, vous n'avez pas de compilateur qui va vous dire hey, « je ne trouve pas ce type-là ou cette méthode à l'intérieur de ce type ». Donc, vous allez vous baser sur des tests, et en fait, vous allez avoir une couverture de tests qui est énorme, en général, ou 90% de couverture de code, pour essayer de couvrir en fait, tous les différents cas d'utilisation de votre application. Et nativement, en fait, je vais vous le montrer aussi pendant la démo, Rails fournit tout ce qu'il vous faut pour exécuter ces tests. Les inconvénients de Rails, forcément il y en a. Vous allez voir les performances, puisque ça se base sur Ruby, qui n'est pas forcément le langage le plus rapide. Mais comme on dit souvent, c'est assez rapide pour faire ce qu'il y a besoin de faire. Ça peut être lourd pour des besoins simples, si vous avez besoin juste de faire un blog ou une petite application, une petite API. Ça va être, ou quelques pages web, ça va être trop gros. Ça peut être trop gros. Et j'ai mis développeurs en point d'interrogation, puisque c'est pas évident de trouver des développeurs en France. Il y en a beaucoup aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays du Nord, mais en France, il en manque, on va dire. Donc ça peut être un des inconvénients et quelque chose qui peut freiner des entreprises à choisir ce framework. Donc pour quel type de projet? Donc on peut les utiliser pour tout ce qui est application web, assez facilement, on l'a vu dans la liste des entreprises qui utilisaient Rails, que c'est vraiment très diversifié avec différents besoins. Tout ce qui est e-commerce et prototype, si on veut vraiment faire un prototype très rapide, c'est l'occasion de l'essayer. Est-ce que, non j'ai pas marqué, pour tout ce
Là où on ne va pas l'utiliser, ça va être tout ce qui est machine learning, data science, où on traite des gros volumes de données. Il y a quelques librairies en Ruby qui permettent de le faire, mais pas beaucoup encore. Donc c'est pas conseillé pour ce type de service. Ou alors les applis web avec, où il y a un gros trafic et où il faut une faible latence. Donc la structure, puisque Rails est basé sur des conventions, en fait tous les projets vont avoir la même structure. Donc là je vous ai fait une capture d'écran. Vous avez toujours un répertoire app qui correspond au répertoire de l'application. À l'intérieur, vous allez avoir assets pour tout ce qui est JavaScript, CSS. Channels, c'est tout ce qui est WebSocket. Donc il y a un répertoire natif. Ensuite, contrôleur, ça va être là où vous allez gérer la logique en fonction d'une requête qui va être faite à votre serveur. Ça va arriver dans un contrôleur qui prendra la décision d'aller chercher des éléments en base de données pour les renvoyer et afficher la bonne vue. Des helpers, donc ça va être des petites fonctions qui vont pouvoir être partagées avec les vues en dessous. Vous avez un répertoire JavaScript pour tout ce qui est Vue.js, React.js par exemple. Jobs, ça va être tout ce qui est action d'arrière-plan. Par exemple, un utilisateur s'inscrit sur mon site, je veux lui envoyer un email de bienvenue, ça va être dans un job pour ne pas bloquer la réponse et afficher rapidement la page de bienvenue de chez nous. Et en fait, le mail va être envoyé par un job d'arrière-plan quand ce sera possible. Vous avez les mailers, donc ça va être tout ce qui est fichier pour les emails, donc en texte ou en HTML. Et un répertoire modèle pour stocker la représentation et le stockage dans une base de données de vos différents objets. Et un répertoire vue qui va stocker du coup les vues HTML de vos objets. Ensuite, on a un répertoire un fichier Gemfile qui va spécifier en fait toutes vos dépendances. C'est dans un Gemfile qu'on liste, on a besoin de tel outil pour faire de l'authentification, on a besoin de Rails de telle version. Ensuite, on a un répertoire DB avec Migrate en dessous. C'est le répertoire dans lequel on va contenir toutes les migrations à appliquer à la base de données pour mettre à jour la base, appliquer des index, créer des tables, ajouter des colonnes, supprimer des tables, supprimer des colonnes. Tout va être stocké là-dedans. Ensuite, on a un répertoire log, donc pour tout ce qui est log d'application, d'exécution, donc développement, test ou production. Un répertoire public, et ensuite on a un répertoire de test, en fait, qui va contenir la même structure à peu près que votre répertoire app. Et nativement, en fait, Rails vous facilite tout le travail de test et standardise où stocker les fichiers. Alors, les outils fournis par Rails, ça va être principalement tout ce qui est gestion de la base de données. J'en cite que quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup. Le gestionnaire de dépendance. Tout un tas de générateurs pour rapidement créer ils appellent ça un scaffold, ça va être un ensemble de fichiers pour, par exemple, si vous avez un utilisateur, il a un nom, un prénom, ça va vous créer automatiquement le modèle, le contrôleur et les vues associés à ajouter un utilisateur, lister les utilisateurs et ainsi de suite. Il y a aussi tout un tas de consoles, de helpers, qui vont vous permettre de très facilement, par exemple, démarrer votre application et ensuite vous connecter à cette application et vous retrouver en fait comme si vous étiez dans un contrôleur. Vous pouvez faire des requêtes à votre base de données de la même façon que vous le faites quand vous êtes dans un contrôleur. Donc ça permet très facilement de débugger une application, de comprendre comment ça se passe, est-ce que j'ai bien fait mon association, est-ce qu'elle fonctionne. Je vous ai mis une petite liste de gems, ça peut vous guider si vous cherchez des idées. Par exemple, pour faire de l'administration, vous avez Administrate et Active Admin. Donc là, ça va vous fournir tout un panel pour gérer, si vous avez des utilisateurs, ça va vous lister tous les utilisateurs. Vous pourrez voir tous les champs, c'est automatique, en ajouter, en supprimer. C'est très très pratique en fait pour faire de l'administration de plateforme, parce qu'on va avoir une partie administration, une partie utilisateur. Et en fait, dans les vues utilisateurs, on ne va pas vouloir mettre
certaines actions qui sont spécifiques aux responsables de l'application, comme vider le cache, bannir un utilisateur. Et en fait, on va mettre tout ça dans une partie admin, et via ces librairies, ça permet d'en avoir une très rapidement. L'authentification, on a Device par exemple qui vous permet d'automatiquement avoir les vues de créer un utilisateur, s'enregistrer, récupération de mot de passe et savoir si l'utilisateur courant est authentifié ou non. On a aussi tout ce qui est autorisation, donc avec 3 librairies par exemple, pour ça, par exemple facilement dire est-ce que cet utilisateur-là a le droit de consulter cette ressource. Tout ce qui est job asynchrone, vous avez Sidekick par exemple qui va se connecter à une file qui est en Redis. Donc là, ça lui permet de gérer les jobs à effectuer. Et il va automatiquement prendre un job s'il est dans la file et l'exécuter. Pour tout ce qui est login, on va pouvoir faire du login Google, Facebook, Twitter avec une librairie qui s'appelle OmniAuth. Après, je vais aller rapidement, en fait, c'est SearchKit pour tout ce qui est Elasticsearch. On peut rajouter facilement des feature flags, donc pour activer ou désactiver des fonctionnalités. Tout ce qui est filtering, donc si vous avez beaucoup d'objets en base et que vous voulez proposer des filtres sur les différents champs des objets, vous allez pouvoir utiliser Ransack. Kafka si vous avez des fils Karafka si vous avez des fils de messages avec Kafka. Et si vous avez aussi des applications web, par exemple, qui communiquent avec Stripe pour du paiement, et que vous voulez les tester, ça peut être un peu compliqué, parce que vous n'allez pas faire des requêtes vers Stripe à chaque test. Et donc vous allez pouvoir utiliser VCR, qui permet en fait de capturer toutes les requêtes effectuées pendant un test, les stocker dans un fichier et les rejouer automatiquement. Et donc là, vous allez pouvoir générer tout un tas de cas d'erreur, par exemple, d'une API, pour valider que votre code est totalement safe. Donc en fait, je voulais vous lister quelques gems ici, par exemple. Ça vous montre que Rails est intégrable avec énormément d'outils, assez facilement, puisque on dit qu'il existe une gem pour tout, en fait. Donc souvent, ça a été résolu par d'autres entreprises qui avaient ce besoin-là. Et donc on peut l'utiliser. La qualité est en général très bonne, très bien documentée, et ces gems-là sont testés à l'IE. En Rails, on utilise un langage de templating qui s'appelle ERB. Donc c'est vraiment, on va avoir une partie HTML par exemple, et tout ce qui est templating, ça va être à l'intérieur de ces balises avec chevron, pourcent, ou chevron pourcent égal, et en fait la différence c'est s'il y a un égal, ça veut dire que le résultat de la ligne sera affiché, se retrouvera en fait dans le HTML. Un exemple, admettons qu'on ait une méthode dans un contrôleur qui s'appelle index, qu'on récupère en faisant post.all, on va récupérer tous les posts qui sont en base de données, on va les affecter à une variable qui s'appelle @post. Ça veut dire une variable d'instance. Et cette variable va être partagée avec la vue en html.erb. Donc ça c'est l'extension ERB qui nous dit que c'est un template. Donc là on va avoir du HTML basique, les posts. Et ensuite on va demander à post.each. Donc ça nous permet de faire équivalent à une boucle for. En fait on itère sur la collection. On passe en paramètre en fait chaque élément, donc post, un seul post. On lui dit @post.title s'il a un titre et @post.content s'il a un contenu. Et voilà en fait un template Ruby ERB, c'est vraiment du HTML avec un petit peu de Ruby à l'intérieur. Et souvent ce qu'on va faire en fait c'est que des fois on va vouloir afficher simplement le titre et le contenu à différents endroits de notre application. Et plutôt que de répéter ces deux lignes-là un peu partout, et à un moment donné oublier de mettre à jour une certaine vue, on va en fait l'extraire dans, c'est peut-être un peu juste avec la plante, dans un post, ça s'appelle un partial. Donc c'est un élément, un template qui ne sera pas affiché en fait, puisque la convention est qu'il est préfixé par underscore. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est voué à être réutilisé ailleurs pour être affiché ensuite. Donc on va extraire nos
deux lignes qui nous intéressent, et ensuite on va demander à la vue de render post. Et là c'est un peu subtil parce que ça peut être un peu déroutant au début. En fait, post est de type post. Et donc raise c'est automatiquement qu'il peut utiliser ce partiel-là pour l'afficher. On peut très bien surcharger et dire bah non, moi je veux render un autre partiel. C'est très facile à faire, il suffit de lui dire le chemin vers le fichier à afficher. Mais du coup, en fait, on voit que par convention, on n'a pas forcément beaucoup de code à écrire pour faire ce rendering. Et si on respecte les conventions Rails, en fait, on va avoir des vues qui vont être très légères et des fichiers concis, comme on donc, votre application web elle va répondre à des routes, donc à des URL, par exemple /users/post. Et donc en fait, on va déclarer ces routes dans un fichier qui s'appelle route.rb, qui se trouve dans le répertoire config. Donc là, je déclare une ressource, suivant le standard Rails, qui s'appelle post. Ça va me générer en fait tout un tas d'URL automatiquement, qui vont être disponibles. Et donc en fait, une URL /post va automatiquement par convention arriver sur le contrôleur post et dans la méthode index. Donc vous avez pareil pour show, donc post/1 par exemple, ça va arriver sur le contrôleur show avec en paramètre l'ID qui vaudra 1. Je ne vais pas vous détailler toutes les URL. Et donc je voulais vous montrer en fait en créant un petit blog, on va dire, très simplement, qui contiendra des posts et les posts auront des commentaires. Comment on crée une appli web en Rails et voir si c'est vraiment rapide.